L'ancien ministre des Affaires étrangères, également ancien ministre de la Coopération internationale et actuel député pour la circonscription de Madimba, est de passage à Paris. Ce matin, nous faisons le point avec lui sur l'élection présidentielle à venir en République démocratique du Congo, sur la mouvance politique à laquelle il appartient, à nous de bâtir le Congo, et sur les questions économiques et sécuritaires de son pays. Rencontre avec Antoine Gonda, un homme politique dont la parole compte en Afrique centrale. Les diplomates vous décrivent comme très influents, notamment sur les questions liées à la sécurité de votre pays. Que pensez-vous de la récente nomination du général à la retraite, James Kabarebe, nouveau ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale du Rwanda voisin? C'est un cas rare, un cas alors bien rare. Voilà un général à la retraite qui a été à la tête de deux armées, celle de la République démocratique du Congo et celle du Rwanda. En République démocratique du Congo, on l'appelait James Kabarebe. On ne voulait pas James Kabarebe parce qu'à ce moment-là, on aurait su qu'il était d'origine rwandaise. C'est ce que le président, l'ancien président, le musée qu'on appelait Laurent Désiré Kabila voulait. Donc James Kabarebe a été à la tête de l'armée congolaise de 97 à 98. Au moment où le président décide de pouvoir le renvoyer au Rwanda, en juillet 98, voilà que un mois après, le général James Kabarebe, qui redevient rwandais, traverse la République démocratique du Congo de l'Est à l'Ouest pour pouvoir occuper la base militaire de Kitona, au niveau donc, du Bas-Congo. Ce général arrive là, tente donc cette incursion et pendant 3 jours coupe l'électricité à Inga, donc le barrage d'Inga, donc le barrage hydroélectrique. Pendant 3 jours, la République démocratique du Congo est sans courant, pendant 3 jours. Heureusement que l'armée de la République démocratique du Congo, soutenue par l'armée angolaise, a pu mettre fin à cette expédition macabre qui fait que le général James Kabarebe, qui voulait marcher jusqu'à Kinshasa pour pouvoir démettre le président Laurent Désiré Kabila, n'a pas pu atteindre cet objectif-là. Que penser des Congolais aujourd'hui qui voient ce général, entre guillemets, à la retraite, à la tête de la diplomatie rwandaise? Que penser du président Kagame par rapport aux négociations, par rapport à ce que nous envisageons, ce que nous voulons? Parce qu'avec les accords qu'il y a eu au Kenya, avec les accords qu'il y a eu à Luanda, de pouvoir amener la paix, la stabilité dans la région des Grands Lacs. Alors, vous imaginez, c'est ce même général qui sera à Luanda, qui sera au Kenya, pour pouvoir parler de la paix et de la stabilité. La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo est toujours dramatique. L'armée congolaise accuse notamment la rébellion du M23 de s'être déployée sur de nouvelles positions. Vous aviez préconisé en avril-mai dernier des sanctions. Qu'en est-il? Situation dramatique, oui. Mais nous parlons ici de près de 10 millions de morts de Congolais. Donc finalement, la vie d'un Congolais vaut-elle moins que la vie d'un Ukrainien? Par rapport à cela, je pense que nous devons pouvoir nous poser la question de manière très claire. La RDC, la République démocratique du Congo, n'a rien à voir par rapport à ce conflit rwando-rwandais pour lequel le président Kagame dit donc voilà, c'est une situation congolo-congolaise avec le M23 et entre guillemets donc le M23 et les autorités congolaises. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit d'un problème où les Rwandais estiment qu'ils ont été victimes d'un génocide. Ce génocide, la République démocratique du Congo
sous la pression de la communauté internationale, a demandé à la République donc de la République démocratique du Congo de pouvoir accepter les réfugiés rwandais. Ces réfugiés rwandais qui viennent en République démocratique du Congo et qui, après une décennie, décident, compte tenu des opportunités qu'il y a en République démocratique du Congo, non seulement de se faire congolais, mais en plus de cela, de pouvoir avoir donc des revendications sous pression de l'autorité rwandaise, de dire, écoutez, non, voilà, on va avoir des revendications qui nous permettent de pouvoir profiter d'une situation économique de la RDC pour permettre l'essor de la République du Rwanda. Par rapport à cela, je pense qu'il y a quand même une certaine préoccupation, une certaine inquiétude. Mais que conseillez-vous pour lutter contre le M23, outil de déstabilisation? Non. Le Rwanda, depuis plus de 2 décennies, qu'est-ce qu'il décide? Le Rwanda décide d'envoyer ses troupes en République démocratique du Congo, de mettre quelques Congolais, je dirais, fantoches ou polichinelles, qui se mettent en avant-plan pour pouvoir donner l'impression à la communauté internationale et à la communauté internationale, c'est un mouvement congolais qui est en train donc de revendiquer certains droits. Ce que nous revendiquons et ce que je préconise, c'est qu'il y ait des sanctions. Et je pense que ce n'est pas seulement moi, mais c'est le gouvernement, c'est les autorités et c'est l'opinion congolaise qui demandent qu'on puisse sanctionner les autorités rwandaises qui sont derrière, comment dirais-je, cette machination qui finalement facilite le gouvernement rwandais à pouvoir envahir la République démocratique du Congo. À l'instar de ce que nous voyons en République démocratique du Congo, à chaque fois qu'il y a eu des mouvements, donc des rébellions, il y a toujours eu des sanctions de l'Union européenne, des sanctions des États-Unis et des sanctions même au niveau donc de la CPI. Et je pense que tant que nous n'aurons pas des sanctions au niveau du gouvernement ou des autorités rwandaises, cela ne va jamais changer, ce sera toujours un cercle vicieux. Et fort heureusement, j'ai constaté dernièrement, avant l'Assemblée générale donc, des Nations Unies de cette année ici, il y a eu finalement après 20 ans, le gouvernement américain a décidé, après avoir lu les enquêtes et les rapports de la mission des Nations Unies, de pouvoir sanctionner donc, le Rwanda. Enfin, pour une fois, donc après, et je crois que le Rwanda est finalement le 19e pays à avoir été mis donc, sous sanction, donc, où le gouvernement américain décide de pouvoir restreindre donc, le soutien à l'armée rwandaise et de restreindre aussi leur accès aux armes. Et ça, c'est sous ce qu'ils appelaient donc, le CPSA, donc le Child, ce qu'on appelait donc, le Child Preventing Act. Oui. Donc, qui permettait pour une fois, donc après 2 décennies, qu'on puisse enfin sanctionner le Rwanda, comme on le fait avec certains rebelles congolais qui se mettaient au travers des décisions donc, de la communauté internationale par rapport aux affres qui se passent à l'Est. Et voilà. Tout à fait. Cette décision américaine a d'ailleurs été saluée, comme vous le disiez, un peu en amont de la 78e AG des Nations Unies, saluée par le président de la République. Alors, pensez-vous que d'autres pays suivront la décision américaine quand on sait que l'Union européenne, par contre, a octroyé fin 2022 une aide militaire de 20 millions d'euros au Rwanda? La République démocratique du Congo est le premier pays francophone. Premier pays francophone, et ça c'est reconnu. Premier pays francophone, on décide de pouvoir récompenser un pays, non seulement qui n'est plus francophone, parce que le Rwanda n'est plus francophone, le Rwanda est anglophone. On décide de mettre à la tête de la francophonie une personnalité d'origine donc qui est rwandaise, qui est à la tête de la francophonie. Mais
est-ce par rapport à ce que nous sommes en train de vivre au niveau de la République démocratique du Congo, au niveau de l'Afrique centrale, est-ce un moyen de pouvoir mettre fin à ce conflit-là? Ce que nous sommes en train de vivre maintenant, je m'excuse de pouvoir en parler, de la même manière que le président Macron, quand il vient en République démocratique du Congo et qu'il parle au président Tshisekedi, il dit non, je m'excuse monsieur le président, mais ce que vous vivez là, mais il faut quand même que quelque part, que vous puissiez vous-même, les Congolais, prendre en charge votre problème, de pouvoir réagir. Mais l'Amérique, qui finalement, après 2 décennies, comprend qu'il faut pouvoir sanctionner. Comme donc le Rwanda, en RDC, chaque Congolais, chaque personne, et quand je vois, ah non mais voilà, telle personne était impliquée au niveau d'avoir pris des enfants, donc soldats, au niveau de telle situation, on sanctionne. Mais au niveau du Rwanda, il n'y a jamais eu de sanctions vis-à-vis donc des autorités. Quand vous auréolez, pas vous, mais je parle donc au niveau donc de la France, un pays qui ne fait plus partie donc de la francophonie, vous mettez à la tête de la francophonie une personne dont vous connaissez très bien les problèmes, la situation que nous sommes en train de vivre et tout ça, je pense qu'il faut pouvoir mettre fin à cela. L'Amérique a eu ce courage-là. Je pense qu'il est temps pour la France, aujourd'hui, je dirais au niveau donc du Rwanda. Qu'est-ce que le président Kagame décide de faire? Il dit, bon, vous savez, le critère de bonne gestion, le critère d'un bon démocrate, c'est de veiller à ce qui est, entre guillemets, une certaine croissance, une certaine stabilité par rapport à ce qu'on voit. Nous arrivons à l'aéroport de Kigali, nous voyons que tiens, il y a une bonne gestion. Au niveau des routes, les histoires sont en train donc d'avancer. Et finalement, ça lui donne le prétexte de pouvoir commettre tous les affres qu'il y a au niveau du Rwanda. Nous savons qu'il n'y a pas de démocratie donc là-bas, mais le fait qu'il donne cette apparence que les routes sont bien tenues, il donne cette apparence qu'au niveau de la santé, la mortalité infantile est réduite, ça lui permet de commettre tous les affres qu'il faut. C'est donc un pays en apparence modèle, c'est ce que vous souhaitez dire? C'est un pays qui est en apparence modèle, mais c'est un pays qui est en train de déstabiliser la région des Grands Lacs. Donc il y a eu les sanctions américaines, pensez-vous pour une fois qu'il y a eu européennes au niveau de l'Europe? Au niveau de l'Europe, c'est ce que nous souhaitons, que la France puisse avoir ce courage-là. Par rapport à cela, le gouvernement rwandais actuel qui est au pouvoir décide de pouvoir sanctionner la République démocratique du Congo avec l'incursion de ces mouvements politico, donc de ces mouvements politico-militaires qui est le gouvernement rwandais avec quelques Congolais qu'on met en avant-plan pour que ce soit un mouvement congolo-congolais. Et à ce moment-là, donc l'armée rwandaise qui décide de pouvoir avancer et de pouvoir emmener une instabilité qui dure, je dirais, près de 20 ans. Donc aujourd'hui. Alors je pense que, et c'est ça qui est extraordinaire, pour la première fois, voilà quelqu'un qui décide de pouvoir pointer du doigt, non pas les conséquences, mais l'origine de cette instabilité, l'origine de ce conflit, en disant non, voilà, je pointe du doigt le Rwanda. Et c'est là où je parle du président, clairement aligné, le président Félix Tshisekedi, et j'ai dit non, mais voilà, ça fait quand même plus de 2 décennies, pour une fois, voilà quelqu'un qui a le courage de pouvoir pointer du doigt l'origine de ce conflit en disant non, voilà, le problème, ce n'est pas le M23, le problème, c'est le Rwanda. Et c'est un courage qui paye puisqu'il y a eu des sanctions américaines. En relations internationales, on dit les plus forts font ce qu'ils peuvent faire et les plus faibles font ce qu'ils doivent faire. Et comme l'a dit le président Macron quand il était à Kinshasa, quand on l'a attaqué, et puis à un moment donné, il a dit, écoutez, vous savez, il parlait au président Tshisekedi, il dit, monsieur le président, mais c'est à vous, c'est pas à nous de pouvoir venir nous battre à votre place, mais c'est à vous à pouvoir le faire. Et c'est là où je salue, et je dis, je suis désolé, je salue le courage du président Tshisekedi. C'est la première fois que nous voyons un leader qui ose pointer du doigt
l'origine en disant non, voilà, le problème à la est tribune des Nations Unies. à la tribune des Nations Unies en disant non, le problème vient du Rwanda. Alors, nous l'avons dit, vous semblez clairement aligné avec le président de la République, Félix Tshisekedi. Il y a des élections à venir en République démocratique du Congo d'ici la fin de l'année. Quel sera votre candidat? Mais vous savez, chez nous autres, il y a une expression qui dit « Un doigt ne suffit pas pour pouvoir laver un visage. Il faut qu'il y ait les 5 doigts qui soient unis et en harmonie. » On ne change pas une équipe qui gagne. On a des élections, oui, des élections, mais les Américains, et je pense que, vous savez, chez nous autres, et même quand nous voyons donc dans les théories internationales, on dit toujours qu'il faut pouvoir diviser pour pouvoir mieux régner. Au moment où vous avez une guerre, vous avez une situation, voilà quelqu'un qui ose. Je dirais, moi je soutiens le président Tshisekedi. On me dira, mais enfin, mais qu'est-ce qui se passe et tout ça? Et je dis non, voilà, ça fait presque 32 ans, 36 ans pratiquement, qu'il a lutté contre le régime de Mobutu, le régime Kabila père, Kabila fils, pour dire non, ici, nous ne sommes pas d'accord. Alors, je parle dans la même continuité, je parlerai d'un député européen, je crois qu'il s'appelle Marc Botenga, du Parti du travail belge, qui dit en Ukraine, nous sommes en train de voir comment est-ce que la communauté internationale, surtout européenne, américaine, parce que quand on parle de la communauté internationale, entre guillemets, on ne voit que les Européens et donc les Américains qui disent mais ce qui se passe en Ukraine est inacceptable. On se mobilise pour Zelensky. Il y a des sanctions, il y a des soutiens pour dire que voilà, il y a une invasion, une incursion de l'armée russe. Mais au niveau de la République démocratique du Congo, 10 millions de morts, personne n'en parle. Que pensez-vous du bilan social et économique du président sortant, Félix Tshisekedi? Bon, je dirais, je vous remercie pour cette question qui est pertinente. Beaucoup peuvent penser que non, voilà, le soutien au président Tshisekedi peut être par rapport à une quelconque avantage. Il n'y en a pas. Très clairement, je vous le dis, il n'y en a pas. Par rapport à son bilan, de manière objective, le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir en 2018. Nous sommes tous des intellectuels, vous en premier, et moi en second, même si je suis ministre. Je vous dis, Madame Volmer, le président Tshisekedi arrive. C'est la première fois en Afrique centrale qu'on a une transition, donc on a un passage de pouvoir pacifique. Le président sortant qui quitte, il y a un nouveau président qui arrive, il n'y a pas de diffusion de sang. C'est une première en Afrique centrale. Mais avant qu'il y ait un gouvernement, on a mis 6 mois, parce qu'il fallait quand même accorder donc les violons. 6 mois. Il a mis 6 mois pour qu'il y ait un gouvernement qui puisse en sortir. Le président Tshisekedi, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, bon, vous savez, moi d'où est-ce que je viens, on l'aime ou on ne l'aime pas, il a mis 6 mois. Après 6 mois, ils sont accordés avec l'ancien président Joseph Kabila et il y a un gouvernement qui sort. Un premier ministre désigné par l'ancien président, parce que le président Tshisekedi et l'ancien président Joseph Kabila se mettent en accord, ok, voilà, c'est le premier ministre donc, qui vient 6 mois avant qu'il y ait donc un gouvernement. Après 6 mois, une année, ce gouvernement-là travaille, évidemment les violons ne s'accordent pas. Le président Tshisekedi n'a pas les coups des franches, parce que pendant une année, il y a des entorses, je dirais les faucons, entre guillemets, donc, qui bloquent la machine, qui fait qu'un an après, évidemment, tout se bloque. Et on voit donc la situation telle qu'elle est, où Tshisekedi va d'un côté, le président Kabila donc dans son coin, sans effusion de sang. Mais
évidemment, Tshisekedi dit, voilà, je prends mes responsabilités. 1 an et demi que nous perdons, qu'il perd, donc de son mandat. Voilà qu'après, il y a cette pandémie de la pandémie, donc coronavirus, 2 ans, Covid-19, 2 ans, la planète entière, ça c'est ce que est à l'arrêt, la planète, aucun vol, rien ne peut bouger, que vous soyez, vous qui êtes ici en France, que ce soit en Belgique, parce que nous qui sommes d'anciennes colonies belges, donc souvent on se réfère donc à la Belgique au niveau de l'Amérique, personne ne peut bouger. Vous ne pouvez même pas sortir donc de votre... Pendant 2 ans, tout est paralysé. 2 ans. Oui, confinement. Donc 2 ans, donc on ne peut pas dire que non, voilà. Pendant 2 ans. Donc d'abord 1 an et demi, 6 mois, 1 an où on ne se met pas d'accord. 2 ans. Donc ça fait combien d'années? Faites un peu donc le calcul. 3 ans donc, et demi. Il ne peut rien faire. Pendant 3 ans et demi, 2 ans, donc même lui, même malgré toute sa bonne volonté, toute sa bonne foi, qu'il est dans les meilleurs, qu'il soit allé dans les meilleures universités au monde, 2 ans, il ne pouvait rien faire. Aucun avion ne pouvait bouger. Vous êtes conscient donc de cela. Que voulez-vous donc lui reprocher donc par rapport à cela? Et en plus de cela, la cerise sur le gâteau, le Rwanda décide de lui ajouter ce conflit au niveau de l'Est, où, à travers l'armée patriotique rwandaise, sous couvert de ce mouvement, je dirais militaire, mais non peut-être politico-militaire, donc du M23, donc soutenu par le Rwanda, on impose donc une guerre. Donc au niveau social, quel est le bilan que ce monsieur-là peut-il présenter? Quel bilan peut-il présenter par rapport à cela? Il a une guerre donc, sur le dos, donc une guerre où il est complètement donc, paralysé. Il a eu 2 ans de Covid, il a eu 1 année où il avait donc des caciques qui le mettaient donc les bâtons de haut. Par rapport à cela, ce monsieur-là réussit tant bien que mal, d'un point de vue diplomatique, à pouvoir imposer, qui est finalement, après 2 décennies, une sanction contre le Rwanda en disant non, voilà, nous allons pouvoir restreindre donc, le soutien à ce pays-là d'un point de vue donc, militaire, parce que c'est cela. Donc c'est l'armée, comme on dit toujours en diplomatie et en politique. Les plus forts font ce qu'ils peuvent et les plus faibles font ce qu'ils sont obligés de pouvoir faire. Par rapport à cela, en fait, ça résume pratiquement toute la situation que nous sommes en train de vivre. Donc, le bilan social est le bilan social n'est pas lié à la personne. On a dit effectivement qu'on est arrivé au pouvoir, que non, voilà, le peuple d'abord, mais le contexte international, le contexte politique, le contexte social universel fait qu'après 4 ans, quand vous vivez cette situation-là, que voulez-vous donc lui demander? Vous ne pouvez pas lui demander. Il y a eu la gratuité tout de même, la gratuité sur le plan. Il a essayé, oui, il y a eu la gratuité. Le plan de l'éducation. Il y a la gratuité sur le plan de l'éducation. Au niveau donc de la santé, il a essayé, il a quelques bilans, je dirais, bon oui, à pouvoir présenter donc positif, mais le plus important, Madame Volbert, à pouvoir retenir, le plus important, c'est de pouvoir mettre fin donc à cette guerre-là. Et en plus de cela, on lui colle. C'est la priorité du président Tshisekedi? Non, la priorité du président Tshisekedi, c'est de pouvoir nous redonner cette dignité. Vous savez, Mobutu, l'ancien président Mobutu, depuis 1997, donc n'est plus au pouvoir. Mais ce que nous retenons de lui, c'est qu'il a su donner une certaine dignité et une certaine unité au niveau de la République démocratique du Congo. Le président Tshisekedi a eu le courage et le mérite de pouvoir désigner clairement le Rwanda comme le pays agresseur. C'est ça qui nous donne finalement le courage de dire, mais tiens, mais vous savez, mais l'agresseur, c'est lui. Les gens n'osaient pas parce qu'on était pratiquement dans une politique. Ça montre son courage, il a vécu 32 ans. Par rapport à cela, je dis que je le soutiens parce que pour une fois, voilà quelqu'un, et c'est vrai, je dis par rapport à son bilan, je dirais économique, au niveau, le bilan social, il ne peut pas emmener les résultats escomptés parce qu'il a eu ça comme raison. Covid, situation que je vous ai présentée, donc je vous ai énumérée, mais je dirais que le président
Tshisekedi. Voilà un leader qui a eu le courage de pouvoir pointer du doigt que non, le problème, ça se trouve au niveau donc, du Rwanda. Réponse dans 3 mois, si les élections ont lieu. Non, si l'élection présidentielle a lieu. Ben, j'espère, bon, c'est ce que la communauté internationale veut. En Ukraine, on ne demande pas qu'il puisse y avoir donc des élections. Au niveau de la République démocratique du Congo, on exige cela parce que, encore une fois, comme je dis, au lieu que ce soit le point, vous savez, quand vous êtes tous unis, c'est le point qui donne la force pour pouvoir... oui. Mais quand on veut pouvoir diviser pour pouvoir régner, on parle de pouvoir. Mettons temporairement de côté nos divisions internes, nos querelles internes, pour pouvoir nous concentrer par rapport à l'agresseur, je pense que ça ferait la différence. Et le mot de la fin? Le mot de la fin, et je dirais, le mot de la fin, ça me ramène dans mon regroupement politique à nous de bâtir, c'est-à-dire, comme je disais, le PSA. À nous de bâtir le Congo. À nous de bâtir le Congo, c'est-à-dire une puissance sans unité n'est pas une puissance. Une stabilité sans unité, il n'y a pas de stabilité donc sans unité. Il faut pouvoir se mettre ensemble, autour d'un leader qui a déjà... On ne change pas une équipe qui gagne. Oui. Et c'est pour cela, je dirais, dans le regroupement que je suis, nous avons choisi volontairement en se disant, nous taisons nos querelles internes, nous taisons nos ambitions, d'abord, pour pouvoir sauver le Congo. Aujourd'hui, cette personne qui incarne comment dirais-je, cette unité, cette stabilité, cette dignité pour la République démocratique du Congo, qu'on le veuille ou non, c'est le président Tshisekedi. En ce moment ici, on ne change pas une équipe qui gagne. Donnons-lui l'occasion de pouvoir nous permettre de pouvoir atteindre cet objectif, c'est-à-dire la paix, pour que si nous devons avoir des élections, il ne faut pas qu'un pan de cette population au niveau de l'Est soit réduit en disant, écoutez, bon, pour vous autres, c'est hypothétique parce qu'il y a une guerre donc de l'autre côté. Non, c'est le Congo entier qui doit pouvoir accepter en disant, voilà, nous faisons des élections dans des conditions normales. Pas pour plaire à la communauté internationale, pour plaire avant tout à la dignité, à la considération humaine congolaise. Quoi. Donc, souveraineté, paix, unité, stabilité et voilà. Retour à la sécurité. Retour à la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. C'est la vision qu'a le président Tshisekedi qui fait que je me dis non, naturellement, j'adhère d'abord à cette vision-là. Et demain, si je dois pouvoir me bagarrer avec lui, je dis OK, mais dans un premier temps, c'est la vision commune, c'est-à-dire c'est sauver la République démocratique du Congo. Monsieur le député national Antoine Gandar, 54 États vous remercie pour cette interview. C'est moi qui vous remercie pour cette disponibilité, c'est moi qui vous remercie pour cette opportunité. Et je dirais, il ne faut pas seulement que ce soit à travers d'autres médias, parce que, vous savez, au niveau de l'Ukraine, ça ne se passe pas seulement au niveau de France 24 ou donc de Jeune Afrique, mais ça se passe aussi oui, pour en citer donc RFI. Mais je dis, voilà, pour une fois, vous vous intéressez. Ce qui nous intéresse, c'est de toucher l'opinion européenne. Et je pense que c'est ce que vous représentez. Et je vous remercie par rapport à cette opportunité, par rapport à cette disponibilité. 54 États vous remercie une nouvelle fois. Et c'est la fin de cette interview qui sera à voir et à revoir sur 54états.fr et sur notre chaîne YouTube, ainsi que l'ensemble de nos réseaux sociaux. Merci et à bientôt.